Évidemment, cette réforme, vous l'avez compris, découle du postulat selon lequel les protections des salariés contenues dans le Code du travail empêcheraient les embauches et expliqueraient donc l'inéluctable ascension du chômage dont les travailleurs sont victimes. Je ne développe pas, évidemment, cette affirmation est fausse, je crois qu'il faut le redire. Ce texte constitue en réalité un véritable enjeu de société qui nous concerne tous. Si nous combattons son contenu et la philosophie qui le sous-tend en ce qu'elle vise à adapter, soumettre la personne humaine qui travaille au bon fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire que la personne humaine se plie aux exigences donc, du bon fonctionnement, on pourrait dire du profit, on pourrait dire des tas de choses. Évidemment, nous sommes résolument dressés contre cette philosophie-là. Nous ne nions pas la nécessité de revisiter certaines dispositions. Et même, j'ai entendu Anne dire, il y a l'exigence absolue de progresser dans le contenu du Code du travail, le moderniser, l'adapter à la société d'aujourd'hui, l'ère numérique, la mondialisation, bref. Évidemment, d'accord pour le revoir, mais en lui gardant sa vocation initiale, qui est de protéger les salariés, et en ouvrant de nouveaux droits sociaux et démocratiques. Donc, c'est l'objet de cette deuxième table ronde qui est intitulée « Quelle réforme pour de nouveaux droits ?» Les initiatives citoyennes et les mouvements syndicaux expriment la volonté de donner une nouvelle place au travail, une place plus émancipatrice et de combattre la précarité des travailleurs par un meilleur partage du travail. À ce titre, ils formulent des propositions concrètes, telles que par exemple réduction du temps de travail, entreprise coopérative, salaire à vie, forme alternative au salariat. Ce sont des exemples, je ne développe pas. Alors, je vous propose de donner la parole d'abord à Emmanuel Dockès, parce qu'il travaille sur, je ne sais pas si j'ai le droit d'appeler ça un projet alternatif, sur des propositions progressistes pour un nouveau Code du travail. Bonjour, donc Emmanuel Dockès, donc je suis membre du GR Pacte, c'est un groupe d'universitaires, on est une vingtaine d'universitaires à essayer de réécrire un autre Code du travail, assez sensiblement différent en la forme et au fond de ce qu'on essaie de nous vendre depuis une trentaine d'années, même si les évolutions ne sont pas linéaires. Depuis une trentaine d'années, la pente est assez brutale en réalité pour le droit du travail français, avec des régressions qui vont toujours plus loin. On a aujourd'hui, comme vous l'avez vu, une proposition qui est particulièrement brutale. Je pense que la simple résistance sur ce qui existe actuellement ne suffit pas et que ce n'était pas une ligne de défense suffisante que de vouloir conserver des acquis qui d'ailleurs ne sont déjà plus complètement acquis puisque d'ores et déjà ils sont très abîmés par toutes les lois qui ont déjà eu lieu. Pour faire rapide, disons que nous sommes vraiment dans une direction qui est radicalement différente du projet de loi El Khomri. Ça vous rassurera tous ici. Il est vrai que dans l'Union européenne, un peu partout, il y a une pression qui est très forte à la destruction des droits sociaux. Ce sont tout de même des exigences de l'Union européenne appuyées sur des exigences budgétaires, alors que ça n'a d'ailleurs strictement aucun lien, mais auxquelles je tiens à dire qu'on peut résister. Sachez que les mouvements qui ont lieu actuellement sont non seulement possibles, légaux, suivis partout en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on nous vend actuellement ? On nous vend une augmentation du temps de travail. Une augmentation du temps de travail, donc je vous le refais pas, vous connaissez tout ça, notamment la simplification du passage à 12 heures. On n'a pas parlé de la simplification des horaires d'équivalence, qui est une grosse horreur. On a la facilitation de la réduction des majorations d'heures supplémentaires. Donc on nous vend des possibilités d'augmentation du temps de travail, ce qui fait plus d'épuisement pour les uns et moins d'emploi pour les autres. C'est évidemment pas la direction dans laquelle on s'inscrit. Notre objectif est strictement inverse. La première idée, c'est qu'il s'agit de faire en sorte que les heures supplémentaires soient
payée. C'est quelque chose qui n'est pas du tout, et qu'elle soit payée cher, effectivement, qu'elle soit chèrement payée. Il faut que les gens qui travaillent plus soient non seulement payés plus, mais que ce soit cher pour l'employeur. D'abord, ça permet de rémunérer de façon relativement importante les gens qui s'épuisent en travaillant énormément, mais ça permet aussi et surtout de dissuader les employeurs qui veulent concentrer le travail sur quelques salariés plutôt que d'embaucher d'autres salariés. Un autre grand lien qu'on a par rapport à la loi El Khomri en inversé, si vous voulez, c'est ce rapport entre flexibilité et prévisibilité des temps. Actuellement, c'est ce qui a été dit précédemment, on a une préemption possible du temps par les employeurs qui est extrêmement facile. Il y a énormément de choses, si vous voulez, qui sont en gros, les horaires appartiennent au pouvoir patronal. Et donc, on peut vous saisir votre temps libre. Notre idée est qu'il y a là quelque chose de très important socialement. Le temps libre est considéré comme n'étant pas une valeur. Le temps libre est quelque chose qui peut être préempté par les employeurs en disant, après tout, les employeurs, eux, c'est le travail productif, c'est le travail rémunéré, c'est ce qui vaut quelque chose. Et donc, il est normal qu'ils puissent se saisir du temps libre qui ne vaut rien. Et comme ça va favoriser l'économie. En réalité, ce qui se passe, c'est que d'après nous, c'est tout à fait faux. Le temps libre est une période absolument nécessaire à la vie sociale. Sur la question des propositions qui sont faites par le groupe d'universitaires, FO a travaillé effectivement avec quelques juristes sur des propositions, etc. J'ai lu aussi le document de travail. Ça demande pas mal de réflexion. C'est vrai qu'il y a une autre approche tout à fait intéressante, je dois dire, sur la question, comme tu viens de dire, sur le temps de repos, etc. C'est quelque chose qui nous paraît très intéressant. J'ai vu aussi malgré tout que dans certaines propositions, l'inversement de la hiérarchie des normes n'était pas forcément était encore présente dans le document de travail. Donc c'est vrai qu'il y a quelque temps, on a entendu parler donc d'une nécessité d'évolution du code du travail, le rendre plus accessible, le simplifier, etc., notamment pour les employeurs des TPE et PME. Voilà. Alors nous, effectivement, le code du travail tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas, je veux dire, n'est pas quelque chose d'abordable pour tout le monde, hein, effectivement. Mais en tant que nous, syndicalistes, c'est vrai que nos militants dans les entreprises, qu'est-ce qu'on fait? On les conseille, on leur apporte une assistance nécessaire. Et de ce point de vue-là, que font les patrons? Que font les chambres consulaires? Que font le MEDEF, l'UPA, etc. Et ils laissent très souvent, bien évidemment, les petits employeurs face à des situations juridiques compliquées. Alors effectivement, FO était prête aussi à regarder, hein, au regard de l'évolution du monde du travail, de la numérisation, etc. Nous n'étions pas contre le fait de regarder un petit peu ce qui se passe, mais on était surtout, une de nos volontés premières, c'était de travailler surtout à droit constant. Alors c'est vrai que le code pas facile, lourd, on nous a expliqué que eh bien, il fallait le simplifier. Mais au regard de la philosophie générale de ce qui nous est proposé, la simplification, on a du mal à l'avoir. Monsieur Badinter a érigé 61 principes fondamentaux, donc vous multipliez les problèmes qu'on a eus sur le temps de travail par 61, en gros. Hein. Donc quid par exemple du CDD, hein, lorsqu'on la commission de réécriture va aborder la question du CDD, est-ce que le recours au CDD va être négocié au niveau de l'entreprise, combien de fois il va être renouvelé, ça servirait peut-être à certains d'entre nous ici, etc. etc. Un thème tel que le temps de travail, il est impacté par cette articulation qui donne la possibilité donc de déroger au niveau de l'entreprise sur les droits qui existent aujourd'hui sur le temps de travail. Donc aujourd'hui, effectivement, le gouvernement, dans sa version 2, a apporté quelques modifications qui ne nous conviennent pas, qui ne nous suffisent pas, c'est tout à fait clair. Mais je dois dire que la philosophie générale du texte reste intacte et ça, on peut pas l'accepter. On considère, nous, que des droits aujourd'hui qui sont attachés, qui vont être attachés à une personne, risquent par nature d'individualiser ces droits. Et ça, il va falloir que nous soyons très vigilants sur cette évolution-là. Nous, la vision qu'on a toujours eue à FO, c'est de dire que des droits collectifs apportent des droits individuels, mais pas l'inverse.
le contexte dans lequel se déroulent les conflits sociaux, en règle générale, pèse sur les conflits sociaux en question. Et je trouve que depuis ce matin, on va avoir à gérer une nouvelle actualité dont il va falloir qu'on tienne compte. Parce qu'il y a une petite sirène d'Union nationale qui sonne depuis ce matin, qui n'est pas innocente, dans un contexte où le gouvernement et le MEDEF sont en difficulté, avec ce que les organisations syndicales de salariés et de jeunesse ont créé en termes de mouvement de masse, parce que je crois qu'on peut appeler ça un mouvement de masse qui prend de l'ampleur. Et pour avoir été au téléphone depuis ce matin, je peux vous dire que, y compris les militants de la CGT, ne sont pas insensibles au contexte dans lequel ce mouvement se déroule. Et je pense qu'il va falloir qu'on tienne compte de ça. D'ailleurs, pour rien vous cacher, nous faisons l'objet de pression de la part de pression plus ou moins amicale de la part du préfet de police de Paris, qui nous demande de renoncer à notre manifestation du 24. Sous prétexte d'assurer la sécurité. Alors, la deuxième chose, c'est ce qui pèse aussi dans le contexte. Et alors là, j'en profite d'avoir des parlementaires sous la main. Je pense qu'il y a urgence à essayer de réactiver cette fameuse amnistie sociale, avec tout ce qui se passe aussi en ce moment, parce que ça pèse aussi dans nos capacités de mobilisation. J'entendais les jeunes qui disaient tout à l'heure, il n'y a pas de passerelle entre les organisations de jeunesse et les organisations syndicales. Mais quand on cogne bras raccourcis sur les organisations syndicales, on a tous en tête ce qui s'est passé au moment du conflit d'Air France pour une chemise. 5 salariés licenciés et des délégués CGT, des militants de la CGT. Et alors la goudieur du jamais vu depuis des années, des condamnations jusqu'à 9 mois de prison ferme, tout ça pèse dans le contexte. Alors, si on ne fait rien là-dessus et qu'en plus vient se greffer là-dessus la nouvelle actualité liée aux attentats, vous voyez, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à argumenter sur l'idée qu'on lâche rien. Et on veut le retrait. Mais alors voilà, la grande question, c'est et si on obtient le retrait, on fait quoi? Parce que j'ai entendu parler de concertation tout à l'heure. À la CGT, le terme de concertation, on le prend en compte, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des véritables négociations qui sortent de ce rapport de force qu'on créera ensemble. Voilà. Parce qu'il y a un double objectif, et le deuxième objectif n'est pas toujours perçu. Le premier, c'est évidemment de rendre le code du travail obsolète, facultatif, caduc. Le deuxième effet derrière, c'est la volonté. Alors c'est un vieux rêve que caresse le patronat depuis longtemps. C'est un vieux rêve, c'est de modifier la nature des relations sociales dans les entreprises en espérant modifier le paysage syndical, y compris dans notre pays. C'est-à-dire avoir, à travers cette inversion de la hiérarchie des normes, un climat social qu'ils aiment bien qualifier d'apaisé. Mais d'apaisé pour qui? C'est-à-dire faire en sorte que les salariés dans les entreprises soient sous la contrainte de négocier des accords d'entreprise partout, avec des négociations à froid, sans le rapport de force. Voilà. Et on sait ce que ça donne dans le climat actuel de négocier des accords d'entreprise dans les entreprises, avec des négociations à froid, sans que le rapport de force soit créé. Voilà. Avec l'objectif de faire en sorte que l'objectif principal des organisations syndicales et des salariés ne soit pas la création du rapport de force pour aboutir à la négociation, mais que ça soit des négociations sous la pression, sous la contrainte, avec ce qu'on a appelé avoir le pistolet sur la tempe et le chantage à l'emploi. Donc la question, là, peut-être d'autres camarades autour de la table développeront, mais la question de la sécurisation de l'emploi, qui doit être au cœur de ce projet de loi travail, celui qu'on va proposer, c'est une question aussi vitale, justement pour éviter ce phénomène de pression, de négociation avec le pistolet sur la tempe. Voilà. La dernière chose, ce projet de loi vient s'additionner à une succession de reculs, conjugaison de reculs sociaux et de reculs démocratiques. Et c'est pour ça qu'il suscite ce rejet. Et là, donc, il y a à la fois cette addition de lois conjugue reculs sociaux et recul en matière démocratique.
Et je ne vous parle pas de la réforme territoriale dont je suis chargé à la CGT, de la réforme territoriale et de la réforme de l'État, qui par toutes ses facettes, consacre un recul démocratique énorme, et notamment un recul démocratique parce que, notamment, un des aspects, c'est d'éloigner les citoyens et donc les salariés des lieux de décision et de pouvoir. Voilà. Tout à fait. Merci. Je vais peut-être donner la parole à notre avocat. Je vais quand même essayer de m'en tenir. C'est un sujet assez compliqué au sujet qui nous est proposé, qui est de savoir si nous avons des propositions alternatives à faire. Le droit du travail, il répond à un objectif, c'est qu'il s'agit d'une relation contractuelle dans laquelle une des deux parties est la partie forte et l'autre la partie faible. Et le droit du travail existe, non pas pour compenser, on en est loin, mais en tout cas pour intégrer ce déséquilibre dans une chaîne de protection qui va de la Convention internationale jusqu'au contrat de travail. Donc le premier objet d'un droit du travail, c'est ça. C'est pas mal de le rappeler. Le deuxième objet, plutôt je parlerai d'effet, parce que ce n'est pas nécessairement pour ça que ces concepteurs, et en particulier ceux qui ont imprimé la marque la plus forte, je pense en particulier au Conseil national de la résistance, même s'il est antérieur et s'il y a eu d'autres développements depuis, c'est qu'il a un effet régulateur sur la concurrence. Parce que ce qu'on est en train de nous préparer, ce qu'on est en train de nous construire au jour le jour, avec un droit du travail qui se rapproche de l'entreprise, c'est un code du travail par entreprise. Ça, c'est de la simplification, on ne s'y connaît pas, effectivement. Et c'est évidemment le moyen absolu du dumping social. C'est-à-dire de faire à l'intérieur du pays ce qui se pratique actuellement à l'échelle planétaire. C'est ça qu'on est en droit d'attendre d'un droit du travail. Alors, est-ce qu'il faut qu'il soit simple ? Personne, Franck, je te rassure, personne ne peut prétendre connaître le code du travail. Personne. C'est pas son objet. C'est pas son objet. Le code du travail, il peut être simple, par exemple, pour dire tout licenciement dépourvu de motif réel et sérieux est nul. Ça tient en une ligne. Le problème, c'est pour dire la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures, ça tient en une ligne. Ce qui prend de la place, c'est sauf si, sauf si, sauf si, par accord, par accord, par accord, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça. À côté de ça, le code du travail, il a parfois besoin d'être compliqué, oui. Énoncer les règles de sécurité, d'hygiène, de santé, ça ne peut pas s'expédier en une ligne. Voilà. Et heureusement, parce qu'on est aussi dans un pays où à chaque catastrophe, on recherche immédiatement des responsables, on veut faire un beau procès, on va chercher le bouc émissaire, effectivement, on ne peut pas en même temps exiger la sécurité absolue et considérer qu'un code du travail doit être quasi silencieux sur les questions de sécurité. Et ça, on ne peut pas le faire en étant. Prenons en considération le glissement sémantique qu'on a commencé par parler de flexi-sécurité. Dans flexi-sécurité, on entendait, enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'entendais flexibilité au bénéfice des employeurs, sécurité au bénéfice des salariés. Aujourd'hui, chaque fois que vous voyez apparaître le mot sécurisation dans un projet de loi, c'est pour sécuriser l'employeur. Qu'est-ce que moi je propose comme piste ? D'abord, faire rentrer dans la sphère du droit du travail tous ceux qui en ont été abusivement sortis. Et je ne parle pas en cela seulement des chômeurs, mais je parle aussi de gens qui travaillent et qui sont sortis de la sphère du code du travail. On parle, tout à l'heure quelqu'un parlait des stagiaires, on parle des formes hybrides comme le portage salarial, l'intérim, on parle aussi de l'auto-entrepreneur. Et puis aussi, mais ça je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, rechercher, puisqu'on va parler de droits nouveaux, c'est pour ça qu'on est là, de parler de droits nouveaux qui sont adaptés à ce qu'est aujourd'hui la représentation du personnel. Moi, je ne parlerai pas de la représentativité syndicale, parce qu'il y a des gens plus calés que moi ici pour en parler, mais véritablement adaptés aux profondes restructurations. Aujourd'hui, un comité d'entreprise n'a pas la même vocation, n'a pas la même assise, n'a pas les mêmes pouvoirs, n'a pas du tout ne répond pas à la même attente du côté des salariés. On a travaillé sur une alternative de fond. On est en train de finir de mettre au point une loi de sécurisation de l'emploi ou de la formation. Introduction rapide, on a une jonction entre les jeunes et les salariés, donc un rapport de force qui permet d'imaginer des choses. Le projet est terrible, je ne vais pas rajouter des choses sur ce que vous avez dit, mais l'augmentation de la précarité, la masse du chômage, le volant de chômeurs qu'on veut accroître, la façon dont on pipe le rapport de force encore plus, l'allongement de la durée du travail, l'inversion des normes, tout ça permet de peser sur les salaires
et sur le coût du travail. Les enjeux, le mouvement, il dit, on est contre la précarisation. Alors la question de la sécurisation, il faut oser en parler. Ce n'est pas parce qu'eux disent sécurité qu'il ne faut pas en parler. L'insécurité, elle existe avec le CDD, avec le CDI et les licenciements économiques, etc. Il faut vraiment sécuriser les jeunes et tous. Et sécuriser l'emploi et la formation, ce n'est pas sécuriser les parcours. C'est-à-dire, on prendrait pour une donnée que les gens, ils bougent. Non, c'est sécuriser les gens, éventuellement en appuyant les parcours, mais aussi les sécuriser dans l'entreprise s'il y a besoin. Deuxièmement, la domination de la finance. Il faut en parler, parce que c'est ça le miroir de la baisse du coût du travail. C'est la domination de la finance. La dictature des marchés financiers. Et troisièmement, les nouvelles technologies qui posent des enjeux énormes. La révolution numérique, c'est une des phases de ce qu'on appelle la révolution informationnelle. Mais les enjeux, c'est au contraire développer les capacités humaines, la formation, mais aussi l'égalité au travail au lieu du lien de subordination chez Fayon, Tatillon, affreux, et la souplesse des activités aussi. Alors, il faut changer. Quel principe alternatif? Donc, nous avançons l'idée d'une sécurité d'emploi ou de formation. Donc, la sécurisation, c'est une mobilité, une souplesse dans la sécurité et une mobilité ascensionnelle pour les salariés, avec la formation, travail, pouvoir, mobilité, qui répond aux aspirations des gens, mais aussi à la nouvelle efficacité économique, où il y a besoin de formation. Il faut prendre en compte ça. Et du coup, protéger les salariés, mais aussi promouvoir les salariés et leurs capacités. Mais pour ça, et c'est la question des pouvoirs, il ne s'agit pas de prendre les transitions comme elles sont données par le marché du travail. Donc ce n'est pas le marché du travail qui va organiser ces mobilités, ce n'est pas le marché financier avec ses critères, et ce n'est pas le patron. Donc ça renvoie à la question des pouvoirs des gens et du service public. Des pouvoirs nouveaux, on avance 3 éléments, nouveau type de contrat, service public de l'emploi et de la formation très transformé, et des pouvoirs des salariés avec un appui sur la loi qui n'inverse pas les normes, mais qui peut être mobilisé pour aller au-delà de la norme, dans le bon sens, par les salariés. Les moyens. Une autre logique est nécessaire. Les atterrés, développons beaucoup cette idée-là, et les communistes, encore plus, j'allais dire. C'est-à-dire, au lieu de la baisse du coût du travail, la baisse du coût du capital, mais pas pour rester dans un curseur, mais pour faire d'autres dépenses qui vont être des dépenses d'efficacité. Voilà. Et pour ça, il faut une orientation nouvelle des financements, donc des pouvoirs sur les financements bancaires, sur les aides, sur les profits. Les jeunes, nous proposons un double contrat. Que les jeunes en premier emploi, ils aient un contrat avec l'entreprise et un contrat de sécurisation avec le service public de l'emploi et de la formation, avec obligation de formation et appui dans sa relation de travail avec l'entreprise aussi. Et ce qui demande une refonte en profondeur du service public de l'emploi et des nouvelles cotisations sociales pour financer ça. Nouvelles en montant, mais aussi un bonus-malus sur les cotisations sociales, un bonus-malus significatif. Deuxièmement, sur les licenciements, redéfinir les licenciements économiques avec l'idée, quand il y a un plan de licenciement ou un nombre de licenciements important, moratoire sur les licenciements, droit de moratoire, donc, veto suspensif si vous voulez, possibilité d'examiner la situation et notamment obligation d'examiner si on peut baisser d'autres coûts que les coûts salariaux. C'est une question à Hervé Tourniquet, en fait. Tu as dit, ce n'est pas la fonction du Code du travail de proposer, d'aboutir à des créations d'emplois, de lutter contre le chômage. Pourtant, les 40 heures avaient quand même cette idée-là. Les 35 heures. On a une divergence là-dessus. Je maintiens que la loi sur les 40 heures, elle a d'abord été faite pour éviter que les gens travaillent plus. Qu'elle débouche sur des conséquences économiques et sociales, c'est une chose, mais je maintiens que l'objet du Code du travail, c'est de protéger les salariés. C'est d'ailleurs tellement vrai qu'on essaie d'en exclure un maximum alors qu'ils sont au travail. Puis j'ai une autre divergence, c'est que par expérience, pas d'entreprise, je suis une profession libérale, hein, mais je vois passer beaucoup de gens. Je suis perplexe, moi, sur les capacités. On parle par exemple du droit de veto suspensif. Frédéric ne sera pas surpris, on est en désaccord là-dessus depuis des années. Le droit de veto du comité d'entreprise, on l'a actuellement. Ça s'appelle la loi Sapin.
Ça s'appelle la loi Sapin parce que, ça s'appelle la loi Sapin puisque on sait qu'actuellement l'essentiel des plans sociaux passe par des accords. Moi, je crois à une chose très simple, à des principes simples pour répondre à la préoccupation que vous évoquiez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux est nul. Sous la sanction, sous le contrôle d'un juge, il a l'avantage d'avoir le recul, et dire qu'un licenciement est nul, ça veut dire qu'on a droit à une réintégration. Voilà. Que l'on choisit d'utiliser ou pas. Moi, personnellement, je crois beaucoup plus à ça. Évidemment, pour ça, il faut une modification constitutionnelle, on n'y est pas. Mais ça, ce sont des principes simples. C'est pour ça qu'à la limite, oui, le Code du travail, sauf sur les questions de sécurité, peut être simple. Voilà. Moi, je crois plus à ça. Mais bon, chacun aura son opinion. Sur la simplicité, il y a deux simplicités. Il y a la simplicité de l'expression et la simplicité du contenu. On va pas. C'est quand même la charte de vie de l'ensemble des règles par lesquelles les personnes vivent de leur vie professionnelle. Ça représente des millions de personnes dans des situations très différentes. Je ne suis pas de ceux qui sont favorables à la transformation du Code du travail en une cinquantaine de petits principes sur lesquels on peut souffler, paf, ils s'envolent et il n'y a plus rien. Donc, il me semble que de toute façon, à la fin, même si on fait des gros efforts, ça va quand même faire un machin de droit qui sera un petit peu compliqué à certains égards. Donc, on a ce niveau-là de réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plus simple. Le projet de loi El Khomri, sur le texte qu'il crée, sur la refonte du droit du temps de travail, c'est plus 27% de contenu. C'est-à-dire que le texte est en train de gonfler à toute vitesse dans la complexité et qu'on nous balance un rideau de complexité qui permet de cacher toutes les ignobles petites choses qui sont à l'intérieur. Donc, je pense que nous, on peut faire plus simple. Notre projet qu'on a fait sur le temps de travail, il fait 3 fois moins de texte. Donc, on peut diminuer, mais 3 fois moins de texte, je vous assure qu'il en reste. Il faut quand même un certain nombre de règles. Et alors ensuite oui, j'arrive, oui, j'ai bien compris. Donc j'ai le premier niveau en disant, deuxième niveau, il faut essayer de trouver quelque chose de clair pour qu'on soit audible dans l'expression de nos revendications de base. Et ça, c'est évident que les 8 heures, c'était fantastique. C'est vraiment le grand mot d'ordre du 19e siècle sur lequel on est arrivé à mobiliser extraordinairement. C'est pas si facile. Alors on essaye, hein, je veux dire, on en a. Par exemple, on pense qu'il faut que les gens puissent prévoir leur temps à l'avance, qu'ils puissent organiser ne serait-ce qu'un barbecue entre amis et qu'ils sachent un mois à l'avance au moins quand est-ce qu'ils vont bosser, quand est-ce qu'ils vont pas bosser, que ce soit pas à la disposition de l'employeur. Alors nous, on a appelé ça le droit à l'agenda. C'est-à-dire que tout le monde a le droit à avoir un agenda qui permet de prévoir à l'avance la date de ses congés, la date de ses trucs, la date de son militantisme, la date de son... Bon. Et ce droit-là, donc, qui est un droit aussi au refus des changements d'horaire, on appelle ça le droit à l'agenda. Qu'est-ce que ça vaut? On n'est pas non plus des super communicants, hein, donc on fait ce qu'on peut. Et sur chaque truc, on essaye de faire des choses qui simplifient. Sur le contrat de travail, là, il y a aussi beaucoup de questions qui ont été posées sur comment est-ce qu'on réduit la précarité. C'est une question hyper difficile et hyper importante. Parce qu'il faut la marier avec une autre question qui est qu'on veut aussi intégrer, ça je suis entièrement d'accord, dans le salariat tous ceux qui sont des faux indépendants et tous ceux qui ont été ubérisés et qui perdent tous les droits qui sont ceux qui devraient normalement être les leurs. Donc comment est-ce qu'à la fois on intègre finalement le phénomène des mini-jobs et des machins comme ça au sein du droit social, qu'on les réintègre dans une possibilité d'organisation syndicale, de paiement du SMIC et des choses comme ça, et qu'en même temps... on crée de la sécurité. Est-ce que vous, en tant que parlementaire, vous pouvez demander aux CE des entreprises, enfin les organisations syndicales qui siègent dans les CE, des grosses boîtes de CE, qui font problème, hein, les petites boîtes, les petites PME, ni TPE, mais pour avoir les chiffres et pour voir combien ça coûte les subventions, avec cet argent, parce qu'en fait c'est le Madagascar, c'est l'argent, donc avec ces milliards qui sont détournés, déjà pour le grand public, pour le grand public. Alors là, si vous saviez le nombre de fois où nous sommes intervenus les uns et les autres pour exiger d'avoir les chiffres, que l'argent soit au moins contrôlé sur son utilisation, soumis à des exigences qui n'existent. Parce que vous dites, il touche de l'argent, il n'embauche pas, mais il licencie. Air France a touché de l'argent, licencie. Sanofi a touché de l'argent, licencie. C'est-à-dire que non seulement on ne leur demande pas combien ils ont créé d'emplois, mais on les laisse continuer à licencier et on continue de leur verser de l'argent. Et quand j'entendais tout à l'heure 5 milliards nécessaires pour les jeunes, alors qu'on leur a offert 41 milliards, vous voyez qu'on pourrait utiliser cet argent
pour des activités autrement plus utiles aux jeunes, etc. Rapidement sur 2-3 points, j'interviendrai simplement sur ce qu'a dit le camarade de la base, sur la question du respect du Code du travail. C'est vrai, ça c'est déjà un point important. Je veux dire que les droits ne sont pas respectés, mais ça nécessite des besoins matériels et humains importants. Sur les paiements des heures supplémentaires, c'est clair, hein, pour avoir un petit peu tourné autour des TPE, des gars ou dans certaines activités, hein, des gars qui font 60 heures et qui sont payés 35 heures, hein, ça c'est aussi monnaie courante malheureusement, et là-dessus, ben, les contrôleurs ou les inspecteurs, surtout les contrôleurs, puisqu'ils ne contrôlaient que les TPE, eh bien, ils n'ont pas du tout les moyens d'aller dans toutes les entreprises, et ça, c'est quand même dommageable. Et puis, il y a aussi un certain nombre de mesures qui sont mises en place. Dans Macron, ça existe, et on le voit aussi dans la loi El Khomri, c'est qu'on passe d'un régime souvent d'autorisation à un régime de déclaration. Hein, donc là, pour justement faire en sorte, tout comme la médecine du travail, on n'a pas de to-be dans la médecine du travail, et bien on supprime les visites médicales où il y a un glissement de tâches vis-à-vis des to-be vers les infirmiers, etc. Donc on contourne effectivement le manque de moyens qui est donné pour faire en sorte que le droit soit respecté. Et puis sur la question entre le législatif et le réglementaire, par ce qui se passe au niveau de l'ordre public et des dispositions supplétives, je parle sous le contrôle des juristes et des universitaires, on n'est pas sorti, hein, parce que je peux vous dire que c'est vraiment compliqué de faire la part des choses entre ces deux niveaux-là. Hein. Alors en termes de propositions, alors quand même sur l'utilisation de l'argent, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y a 200 milliards d'exonérations de cotisations sociales concernant les entreprises. Bon. Donc quand le patronat nous dit qu'il n'y a pas d'argent, nous on lui dit et on lui demande des comptes. Alors il faut savoir par exemple que le CICE, concernant le CICE, on a des unions départementales de la CGT qui se sont retournées vers les préfets pour exiger, pour savoir quels sont les montants, à quoi ils ont servi, combien d'emplois ont été créés. Les préfets ont refusé de nous donner les informations concernant l'efficacité de l'utilisation du CICE. Donc on a fait des démarches. Il y a de l'argent public dépensé sous prétexte, enfin, qui normalement doit créer des emplois et qui n'en crée pas, et non seulement qu'il n'en crée pas, mais en plus il aide à la suppression d'emplois. Il faut savoir qu'il y a des entreprises qui, pour assurer le niveau de dividende des actionnaires, empruntent aux banques. Ça, il faut le savoir aussi. Hein. Par exemple, empruntent aux banques pour la rémunération des actionnaires, lesquelles banques et la finance, après, font pression sur les entreprises. Et notamment, ça se traduit comment ? Par une dégradation des conditions de travail, etc. Donc ça, c'est une réalité dans notre pays aujourd'hui. C'est pas une vue de l'esprit. On est dans cette situation-là. Dans la question, effectivement, de l'utilisation de la finance, avec l'exigence en matière de rapport de force, on est en plein dedans. Hein. Donc on est sur un des effets. La volonté de modifier la nature des relations sociales dans les entreprises, c'est un des effets des exigences de rentabilité de la finance. Bon, voilà. Et j'ai bien aimé cette formule qui a été utilisée par un jeune au début. On ne négocie pas le niveau de précarité. Je crois que c'est extrêmement fort. Et ça veut dire qu'en ce qui nous concerne, nous, les parlementaires, les députés Front de Gauche, on se bat bien évidemment pour le retrait du texte. Ce qui veut dire que dans notre expression, on demandera systématiquement, on aura systématiquement des amendements de suppression. Et dans le combat parlementaire qu'on va conduire, on ne va pas conduire un combat parlementaire pour essayer d'améliorer le texte. C'est pas ça du tout, on ne peut pas être dans cette démarche-là. Mais par contre, on peut conduire un combat parlementaire pour faire des propositions alternatives. Et donc on va se nourrir des échanges que l'on a eus. C'est pas forcément facile à conduire, mais en tout cas c'est l'équilibre qu'il faut qu'on trouve dans notre expression parlementaire, en disant que malheureusement, encore une fois, nous ne sommes que 10 députés Front de Gauche. Je dis souvent que si on avait la proportionnelle, on serait une quarantaine à peu près. On est obligé de faire à 10. On a même 2 qui sont malades en ce moment, ce qui ne nous arrange pas du tout, qui ont des problèmes de santé assez sérieux et qui sont absents pour plusieurs semaines.
mais on fera notre possible. Et je crois qu'il faut qu'on se place tout simplement dans cette responsabilité collective dont certains ont parlé, pour que ce projet de loi soit retiré. On se place avec une forme d'humilité à notre niveau, avec la force que l'on a dans la mobilisation qui prend des formes extrêmement diverses. Et on agit à notre niveau aussi, je dirais toujours avec une forme d'humilité, pour faire converger toutes ces mobilisations. Je crois que c'est extrêmement important, parce que j'ai bien retenu une expression, mais je crois qu'on ne pourra pas l'appliquer là-dessus. Il ne faut pas qu'on s'appuie là-dessus. Ça, ce n'est pas par des atroces souffrances judiciaires qu'on arrivera à bloquer ce texte, mais c'est par une mobilisation la plus large possible. Je vous remercie.